Bon alors, petit bois, l'orque t'attaque, on va lancer le dé. Oh, succès critique, il te fait 25 dégâts. Bah écoute, t'es mort. Quoi? Comment ça? Tu ne contactes pas? Et quoi? Tu n'adhères pas à la société privée Donjons et Dragons SARL inscrite au registre des entreprises? Non mais, écoute, Boba, faut être raisonnable un peu. Comment ça? Je dois pas, tu t'appelles pas Bois Bois? Attends, montre-moi ta feuille de perso. T'as pas de feuille de perso? Comment ça? Tu ne reconnais pas la légitimité de cette feuille de perso? Et tu t'appelles pas Bois Bois, mais Bois Bois avec une minuscule par oui dire? Ouais, je suis un peu fatigué de faire du jeu de rôle. Bon, du coup, messieurs, mesdames, personnes non binaires, on va parler d'un autre sujet que le jeu de rôle sur table. Voilà, tu vois que je suis toujours dans ce costume ridicule. C'est bon, c'est la dernière fois. Quatrième et dernière vidéo de notre cycle autour des rapports entre jeu de rôle et théâtre. Voilà, mais aujourd'hui on va pas parler de jeu de rôle. Oui, c'est compliqué, puisqu'on va parler du GN Impro. Et bon bah ça s'inscrit dans ce cycle, puisque tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de liens avec le théâtre, surtout le théâtre d'improvisation. Tout d'abord, je vais te parler un petit peu de la notion de roleplay. En fait, le roleplay, en GN, tout comme en jeu de rôle, c'est composé de deux éléments, tout comme d'ailleurs un petit peu en théâtre. De deux éléments. C'est quoi les deux éléments du roleplay? Bah d'abord, il y a le fate play. Le fate play, c'est le jeu à partir d'un script. Ça peut être des dialogues, mais plus concrètement, souvent en jeu de rôle ou en GN, c'est plutôt ce qu'il y a sur ta feuille de personnage. Donc ça peut être l'historique de ton personnage, ça peut être, grosso modo, les possibilités de ton personnage. Il est capable de faire ceci, cela, il est fort dans tel domaine et nul dans tel autre domaine. Ça va être bien sûr l'objectif de ton personnage, hein, qui peut être scripté sur la feuille de personnage. Et puis, des fois même, ça va jusqu'à préciser le destin de ton personnage. Des fois, ça va être écrit, ton personnage va mourir lamentablement face à un adversaire pourtant mauvais. Bref, tu as pas plein de destins et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être préécrites. Pas forcément les dialogues, mais rarement les dialogues, souvent beaucoup d'autres choses, quoi. Et qu'est-ce qui complète le fate play? Parce que le fate play, c'est pas 100% du roleplay. L'autre partie du roleplay, c'est ce qu'on appelle le free play. Et le free play, c'est le jeu libre. C'est-à-dire tout ce qui est amené par les joueurs, qui n'est pas écrit sur la feuille de personnage ou qui n'est pas commandé, tu vois, par un orga, parce que tu parles des orgas en cours de jeu qui te donnent des directives. Donc un orga qui vient donner des directives, ça fait partie du fate play, quoi. C'est-à-dire t'as des directives de mise en scène. T'es pas tout à fait à l'initiative de ce que va faire ton personnage. Des fois l'orga vient te voir, il te dit tu piques une crise à ce moment-là, ou là à ce moment-là tu t'évanouis, ou là tu changes de personnalité. Enfin bon, il y a plein de trucs possibles. Le jeu libre, c'est vraiment ce que la joueur décide de façon autonome pour son personnage. Et ça peut être préparé en avance, c'est-à-dire que tu peux avoir fait un travail de réflexion sur comment tu veux jouer ton personnage. Tu peux même des fois avoir écrit à l'avance des dialogues ou des chansons, des répliques, des trucs que tu veux dire ou faire. Et aussi, bien sûr, il y a une bonne partie du free play qui va être totalement improvisée durant le jeu. Et donc c'est cette complémentarité entre fate play, le destin, et free play, la liberté, qui fait le caractère organique en fait du jeu, quoi. Qu'est-ce qui se passe si on pousse la dimension fate play au maximum? Bien sûr, on va atteindre le théâtre classique où, tes dialogues sont rédigés. Il y a le ou la metteur en scène qui va aussi te diriger. Après, des fois c'est très démocratique et très dans l'écoute et tout, mais bon, t'as quand même une personne qui vient ingérer beaucoup dans ton jeu. Et alors par contre, qu'est-ce qui se passe si on pousse la dimension free play au maximum? Là, on va se rapprocher beaucoup plus d'un théâtre d'impro. Mais comme on est sur un GN, c'est une sorte de théâtre d'impro à grande échelle, c'est-à-dire que t'es loin d'avoir une scène avec un seul plan. Généralement, théâtre, on a 4-5 personnes sur la scène en même temps. Bon, des fois, ça peut être beaucoup plus, mais rarement beaucoup plus, quoi.
surtout vu les conditions économiques dans lesquelles se font les pièces de théâtre actuellement, quoi. C'est compliqué de financer une pièce de théâtre avec 25 comédiens, comédiennes, tandis qu'en GN, comme en fait, les génistes, ils sont pas bien. Parce qu'en fait, les génistes, ils payent pour jouer. Ils payent, ils demandent pas un cachet, ils payent pour jouer. Et là, du coup, tu peux avoir 10, 20, 30, 40, 100, 2000 personnes sur un même GN. Et du coup, c'est un peu, faut imaginer ça. Et puis, alors, la scène, elle peut être également très grande, hein. C'est pas juste un plan. Il y a plein de scènes, en fait. Voilà, ça peut être un château entier. Ça peut être un champ, une forêt, plusieurs bâtiments, tout ça, machin. Donc, faut imaginer ça comme un théâtre d'impro à grande échelle. Et donc, voilà, après, souvent dans les GN, il y a beaucoup de choses qui sont préparées, il y a quand même une part de fate play qui est importante, parce qu'il y a des orgas qui vont écrire une méta-intrigue, qui vont écrire des feuilles de personnages, il y a plein d'événements qui sont prévus, tout ça, machin, il y a plein de PNJ qui sont très dirigés, ou semi-dirigés, donc qui vont orienter le jeu, tout ça. Et nous, on va pas parler de ça, on va parler du GN Impro, où l'idée, là, c'est que globalement, ta feuille de personnage, ça tient sur un post-it, et puis t'es lâché dans la nature et t'improvises. Et ça, on va se demander, est-ce que c'est jouable? Est-ce que le GN Impro, ça fonctionne? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de génistes qui pensent que ça ne fonctionne pas, le GN Impro, hein. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça du tout. Voilà, parce que cette impression, voilà, de co-créer l'expérience, va casser leur immersion, tout ça. Bon, je vais pas rentrer en détail pourquoi les gens n'aiment pas le GN Impro. On va plutôt là s'adresser à, on va dire, je vais supposer que t'es curieuse du GN Impro, de comment ça marche, et on va rentrer là-dedans. Donc ouais, voilà, comme j'ai dit, le GN c'est souvent, voilà, quelque chose qui paraît très préparé. Et c'est pourquoi justement on pourrait y préférer le GN Impro, parce que le GN préparé, classique, très préparé, très écrit, il a souvent un coup d'entrée, notamment pour les orgas qui doivent préparer, il y a un travail d'écriture qui souvent des fois est énorme, travail d'organisation, préparer des décors, tout ça, les costumes, voilà. Et ça peut être vu comme une forme de jeu assez rigide. Donc le GN Impro se pose un petit peu en alternative à cela. Alors, quelles sont mes références pour parler de GN Impro? Essentiellement, j'en ai deux. Hein. C'est un GN qui s'appelle L'Essente, qui est un GN Impro de ma création. Oui, désolé, admite la véritable modestie consiste à parler de ce qu'on connaît bien. Donc voilà, ça peut sembler de l'autopromo, mais c'est une base. Voilà, moi j'ai récupéré des infos sur le GN Impro, j'ai créé un GN Impro à partir des infos que j'avais eues, et maintenant du coup mon expérience du GN Impro c'est essentiellement vient de ce jeu, quoi. Donc c'est surtout de ça dont je vais parler, parce que c'est ça que j'ai le plus expérimenté. Après, je peux te conseiller un autre GN Impro, pour le coup qui n'est pas de ma plume, qui s'appelle Intrigue en huis clos, de Thomas Solon, j'en ai souvent fait la retape. Et puis également l'autre référence pour cette vidéo, c'est le théâtre d'impro. Donc là je te renvoie à la dernière vidéo sur le théâtre d'impro. Bon, on va commencer par être justement restant de cette modestie. On va commencer par dire ce que le GN Impro a du mal à faire. Ça va être compliqué de faire du jeu tactique. C'est-à-dire résoudre des énigmes, des complots, combattre une adversité. C'est pas ce que le GN Impro fait bien, parce qu'en fait tout ça est tellement trop artificiel dans le GN Impro, ça n'a pas marché. On va même pas penser à le faire en fait, tout simplement. Donc en GN Impro, l'aspect tactique, il peut quand même y en avoir, mais ça va être du trafic d'influence, de l'exploration, éventuellement du combat. Je dis bien éventuellement, parce que ça c'est dans la mesure où on reste sur un combat à la touche, qui nécessite du coup un combat qui est comme une sorte de jeu d'adresse qui va se rapprocher de l'escrime olympique. Voilà, il faut toucher l'adversaire pour gagner le combat. Mais bien souvent dans le GN Impro, le combat en fait il est calibré. C'est un combat où en fait il n'y a pas de notion de c'est le plus fort c'est le plus fort à la bagarre qui gagne, quoi. C'est plutôt on décide ensemble de ce qui est le mieux pour l'histoire, où on improvise du coup de façon instinctive comment le combat va se dérouler. C'est pas important de gagner ou perdre le combat, quoi.
Tu peux rester tactique dans l'idée de, tu peux encore essayer d'atteindre les objectifs de ton personnage, donc il y a cet aspect tactique-là peut être maintenu, et tu peux aussi te fixer tout simplement des objectifs en termes d'acting, c'est-à-dire que la tactique, ça va être juste de produire un bon acting, d'être considéré comme quelqu'un de performante dans ce domaine. Bon, après voilà, est-ce que c'est encore du jeu tactique? Est-ce que c'est de la bonne tactique? Parce que ce problème-là de jouer à qui joue le mieux, ça ouvre le chemin au cabotinage ou éventuellement aux rudesses. La rudesse, c'est le fait d'imposer des interactions à l'autre sans trop vérifier son consentement. Donc voilà, bref. L'autre truc qui va être assez difficile d'atteindre en GN Impro, c'est la profondeur du personnage. Ton personnage, il peut être complexe, par exemple, avec les centres, tu as une génération aléatoire de personnages, et ton personnage, il peut être... tu peux avoir une feuille, quand même, j'ai parlé de feuille qui tenait sur un post-it, en fait, tu peux avoir une feuille de personnage beaucoup plus étoffée que cela. Mais ceci dit, donc il peut être complexe, mais je considère qu'un personnage d'impro ne va pas être très profond. Pour prendre l'exemple des centres, t'as bien des relations qui sont établies avec des personnes, mais c'est pas... c'est juste... des fois, c'est mis que t'as une relation romantique avec une personne, tu sais pas avec qui on avance, parfois tu construises pendant le jeu, et y a rien qui va préciser l'intensité, alors que par exemple dans un GN romanesque, pour prendre l'exemple inverse d'un GN qui est très écrit, GN romanesque, si t'as une relation amoureuse avec un autre personnage, tu sais à l'avance avec quel autre personnage, et ta relation amoureuse, elle peut être décrite sur de nombreux paragraphes, et du coup, elle a vraiment quelque chose, une intensité, une profondeur que tu vas pas avoir en GN impro. En tout cas, c'est quelque chose que tu vas vraiment devoir construire à la force du poignet. Heureusement, il y a quand même quelques petites techniques que je vais expliquer tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était les points faibles du GN impro. Maintenant, on va passer au point fort. Qu'est-ce que le GN impro il va apporter en plus? Le premier atout, c'est vraiment une faible préparation. Puisque du coup, excite la rédaction de feuilles de personnages hyper longues, de métaplots, tout ça. On peut même éventuellement quasiment se passer d'orga, parce que dans les faits, mes premières impros, c'était très 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 light en termes d'orga. Là, la dernière session descente, on était 15 orgas. Alors, c'était pas il y avait qu'un orga vraiment narration, tu vois. Mais il y avait des figurants artistes, il y avait 2 cuisiniers, il y avait 4 personnes pour gérer la logistique du site. Enfin bon, voilà, c'était une dinguerie, quoi. Donc ça restait du GN impro, mais il était quand même très très lourd en orga, en fait. Bon, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'on pourrait, quoi, c'est quand même beaucoup plus facile de se passer d'orga en GN impro. Ou en tout cas de limiter leur nombre. L'autre avantage, c'est une personnalisation intense. C'est-à-dire que la personnalisation que tu peux avoir dans un GN classique, c'est éventuellement ce qu'on appelle un casting, c'est-à-dire que les orgas vont te poser des questions sur tes désirs de jeu, sur ce que tu aimes jouer, ce que tu te sens capable de jouer, et vont te donner le personnage qui leur paraît le plus approprié. Ça, c'est presque un conte de fées, hein, ces situations. Des fois, c'est juste, on te file un perso, on te file un perso, quoi. Des fois, dans les cas vraiment contes de fées de GN classique, tu vas expliquer aux orgas ce que tu aimes jouer, tes idées, tout ça, et les orgas vont littéralement t'écrire un perso sur mesure. Donc là, voilà, on a une très forte personnalisation. Dans la plupart des cas, c'est juste, on te file une chaussure, pointure 42, si tu fais du 45, tant pis. Tant pis, tu te démerden sich. Tandis qu'en GN impro, quelque part, c'est toi qui fais ton personnage, donc tu peux le personnaliser. Et soit parce que y a pas de création de personnage, ou c'est genre un post-it, ton personnage est juste une fonction, donc là tu peux broder autant que tu veux, ou soit il y a beaucoup d'outils de création de personnages, comme dans les centres. Dans les centres, par exemple, la base de ton personnage, c'est les missions de vie, et il y en a 300, je crois, il y a 300 missions de vie différentes. Tu vas forcément trouver la mission de vie qui te parle à la perfection, qui tombe parfait sur un truc que tu as envie d'incarner, même que tu pensais pas avant, mais quand tu vois la mission de vie, tu te dis « Ah oui, c'est ça que je veux jouer », combiné avec d'autres aspects. Tu peux te faire un personnage aux petits oignons. Donc on a une personnalisation, voilà,
très intense, que ce soit dans des GN impro avec aucune création de personnage, ou que ce soit dans des GN impro avec une création de personnage au contraire très poussée. Et l'autre dernier point fort du GN impro, je pense, c'est cette sensation de jeu coopératif, parce qu'on se sent vraiment co-responsable de la réussite du GN. Et on est moins dans une position de consommation dans un GN classique où quand t'es PJ, t'as payé ta PAF, tu joues ton personnage et tu vas consommer entre guillemets la méta-intrigue, tu vas consommer des PNJ, tu vois, et donc du coup t'es un petit peu finalement privé de cette sensation de responsabilité et de coopération, quoi. Dans une certaine mesure. Parce que tu peux faire du jeu coopératif, genre à l'intérieur de ta communauté, tu peux avoir, dans un GN classique, tu peux avoir un fort sentiment de coopération dans ta communauté, dans ta faction, tu vois. Mais pas, je dirais, il n'y en a pas ce sens global de vraiment de jeu coopératif au sens de tout le monde ensemble dans la même galère, à la même hauteur, quoi, je trouve. Donc maintenant, je vais faire quelques propositions de règles pour le GN impro qui notamment vont essayer de un petit peu compenser les points faibles qu'on avait vus avant. Première proposition de règle, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai déjà massivement parlé, notamment sur le théâtre d'impro, c'est le dire toujours oui, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait une proposition, tu es mon jumeau maléfique, faut dire oui, ok. Voilà, tu peux tempérer par un oui et ou un oui mais, tu peux détourner un peu la proposition, parce que dire toujours oui, c'est aussi, dans une certaine façon, tu as le droit de refuser, mais il faut respecter la cohérence, c'est-à-dire si quelqu'un vient te dire « Ah, tu es mon jumeau maléfique », la personne l'a dit, donc ça existe, cette proposition, elle existe, tu peux pas la nier, tu peux pas dire « Non, tu m'as pas dit ça ». Par contre, t'es pas obligé d'accepter de dire oui, je suis ton jumeau maléfique, si t'as pas envie de jouer ça, ou si ça te paraît pas du tout cohérent, tu vas dire mais vous avez perdu la raison, bon brave, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui vous prend de dire ça? Voilà, c'est aussi une façon de dire toujours oui. C'est un petit peu filouté, mais bon, t'as le droit de le faire, c'est important de le rappeler. Je te renverrai un article qui explique ça, notamment. Bon, alors ensuite... voilà, bon, tu peux dire non, c'est des enjeux de surcharge cognitive aussi. Bon, voilà, déjà tu dois jouer l'amant caché de trucs, tu dois jouer le rival de machin et l'allié de trucs, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient te solliciter pour être son jumeau maléfique, et tu peux dire non, c'est bon, c'est bon là, c'est pas possible, là, j'en ai trop sur le dos, non, je serai pas ton jumeau maléfique. Et puis bon, évidemment, la sécurité émotionnelle te donne droit à toute licence pour dire non. Hein, voilà. Si t'as pas envie de jouer quelqu'un de maléfique, tu dis non, quoi. Voilà. Autre point important, donc c'est la calibration, c'est le fait qu'il faut pas hésiter à sortir du jeu pour discuter, se mettre d'accord un petit peu en méta. Donc voilà, ça c'est très important. C'est ça la différence primordiale avec le théâtre d'impro. Dans le théâtre d'impro, le flow s'arrête jamais, la fiction s'arrête jamais, on est tout le temps en scène. Tandis qu'en GN, on peut s'arrêter à tout moment, dire temps mort, attends, j'aimerais bien qu'on discute un peu là de ce qu'on a prévu de faire ensemble, et notamment avant un combat, très souvent en GN impro, on va se prendre 2 minutes, dire ok, là on est une personnage censée se battre, qui est-ce qui va avoir le dessus, comment on fait et tout. Pendant le combat, même si parce que généralement quand tu commences à te combattre devant un public, il y a forcément des autres personnages qui veulent interférer. Donc paf, on refait temps mort, ok, vous arrivez dans le combat, quel impact à votre arrivée, on discute, ok, ça a cet impact, allez, on joue, quoi. Donc, après, cette calibration, elle peut paraître hachée, elle crée beaucoup de hors-jeu, donc c'est pas apprécié par tout le monde, évidemment, ça casse l'immersion, mais tu as des moyens de calibration qui sont plus immersifs. Par exemple, les signes gestuels, je vais pas reparler en détail, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé des signes gestuels, mais grosso modo, communiquer par signe convenu, ça permet de passer la calibration de façon plus discrète, plus rapide. J'ai fait tout un article sur l'intégration, de la communication méta par des moyens entre guillemets plus immersifs, plus intégrés à la fiction. Donc je te mettrai ça en description. Alors, point suivant, hyper important dans le GN impro, c'est ce qu'on appelle le play to lift, ce qui veut dire jouer pour soulever. Donc concrètement,
ça veut dire que un de tes buts, c'est de mettre en valeur les autres personnages. Alors en valeur, c'est pas forcément dire que tous les autres personnages sont bien, mais si quelqu'un va se mettre à chanter, eh ben tu écoutes et puis éventuellement tu applaudis. Même si la personne ne chante pas bien, mais il est possible que son personnage soit censé bien chanter, donc tu vas applaudir. Si quelqu'un fait un truc méchant, ben faut que t'aies l'air choqué. Si quelqu'un attaque, faut que t'aies l'air d'avoir mal et tout. Et également, tu vas peut-être prendre beaucoup d'initiatives, de jeux qui sont juste là pour mettre en valeur les historiques, les motivations, les traits de caractère de certains personnages. Typiquement, si un personnage est censé être le leader charismatique, eh ben peut-être qu'il y a plusieurs personnages qui vont lifter en disant souvent oui notre chef et tout, franchement le chef est vraiment trop fort et tout. Quand bien même le roleplay de cette personne-là suivrait pas trop, on va lifter quoi. Si un personnage est radin, ben on va le rappeler régulièrement. Franchement, il est radin. L'autre fois, comment je lui ai vendu un bouclier, il m'en a donné juste une pièce d'or, quoi, j'étais dégoûté, tu vois. T'as inventé une histoire pour mettre en valeur le fait que son personnage est radin. C'est ça, mettre en valeur, quoi. Hein. Ça peut aussi insister sur les traits négatifs du personnage d'en face, mais voilà, mettre en valeur ce que le personnage d'en face est. Autre point important, là c'est peut-être plus personnel, mais j'insiste quand même, c'est ce que j'appelle la participation radicale. Bon, même dans un GN classique, moi j'aimerais autant que ça soit mis en place, mais a fortiori dans un GN impro, eh bien il faut considérer que tu es responsable de ta propre expérience, tu es responsable de ton fun, et donc si tu fais pas d'effort en fait pour que le jeu soit intéressant, ben tu dois avant tout t'en plaindre à toi-même. Ça veut pas dire qu'il faut excuser les abus des autres, le manque d'implication des autres, ou des problèmes de sécurité, ou tout problème qui pourrait être le fait des autres participants ou orgas du GN, mais quand même tu dois avoir ce sentiment de responsabilité personnelle. C'est ça le principe de la participation radicale. C'est-à-dire que si tu dois partir du principe que si ça se passe mal, tu devras avant tout t'en plaindre à toi-même. Et seulement en second lieu, tu blâmeras les autres. Et ça permet, moi je trouve que ça permet vraiment de huiler, en fait, de huiler l'expérience, quoi. Et puis du coup, c'est pas une question, du coup aussi on change, parce que en GN impro, encore plus qu'en GN classique, on a un problème, je trouve, pour les débutants, débutantes, qui est de il faut que je joue bien, tu vois, il faut que je joue bien, et donc en fait on centre l'expérience sur le ressenti des autres. Je vais avoir une mauvaise expérience puisque j'ai l'impression de mal jouer, que les autres n'apprécient pas mon roleplay, de pas être à la hauteur. Tu vois, des fois, si on a l'impression on débute, on voit à côté de nous des gens qui roleplay super bien, dire ah bah moi je suis un peu timide et tout. Et du coup, il y a des personnes qui vont quitter l'expérience parce que les personnes, voilà, ont l'impression de pas faire un bon roleplay ou ne comprennent pas et tout. Mais si tu te mets en idée de participation radicale, finalement, tu ressentes les exigences sur toi-même et non pas sur les exigences des autres. Donc ton but, c'est plus de bien jouer. Ton but, c'est d'avoir du fun. Et là, ça devient assez différent. Donc en fait, je pense que ça te donne un nouveau droit, ça te donne un nouveau devoir, mais ça t'en enlève un autre qui me semble en fait plus pesant. Ça t'enlève le devoir de jouer bien vis-à-vis des autres, et ça te donne le devoir finalement de jouer bien vis-à-vis de toi, quoi. Bon, voilà, c'est un sujet un peu délicat. Si tu veux qu'on parle de la participation radicale, les commentaires sont là. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Alors, je continue. On va continuer parce que je vois que le temps file. Un autre outil qui me paraît pas mal pour les GN impro, c'est ce que j'appelle le coffre à jouer. Toujours en idée des jeux coopératifs et aussi, c'est un peu pour aider les personnes qui ont pas trop de matériel ou qui viennent de loin, c'est-à-dire qu'elles ont du matériel mais elles n'ont pas pu l'emmener pour des raisons parce qu'elles sont venues en train, tu vois, pour des raisons logistiques. Eh bien, les personnes qui le peuvent vont amener du matériel en plus, c'est-à-dire matériel qui est pas juste pour leur perso. Et on va mettre ça dans une cabane, dans un endroit, ça s'appelle ça le coffre à jouer, et c'est à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que du coup, tu peux récupérer un costume pour ton personnage, pour changer de personnage, ça c'est bien d'avoir une malle à costume, parce que tu décides de jouer un PNJ de temps en temps,
parce que ton personnage est mort, tu veux en faire un tout nouveau, parce que tu as besoin de tel équipement, parce qu'on veut décorer tel campement et tout. Voilà, le coffre à jouer, c'est vraiment génial. Après, force aux personnes qui l'alimentent, hein, parce que bon bah évidemment, voilà, force à elles. Hein. Des fois, c'est beaucoup de logistique. Et évidemment, si vous voyez que quelqu'un a amené beaucoup d'affaires pour le coffre à jouer, ben aidez la personne à charger, décharger quoi. Parce que quelqu'un qui fait tout le travail de chargement, déchargement du coffre à jouer va le faire une fois. C'est vrai que personne l'a aidé, elle le fera pas deux fois en fait, parce que c'est quand même souvent des fois un énorme taf. Et autre point, ça c'est un peu plus délicat, mais il faut y penser, c'est si vous voyez qu'il y a un coffre à jouer bien garni, bah utilisez-le. Bon, c'est peut-être une charge cognitive en plus, mais utilisez-le, mettez en valeur en fait cet apport à la communauté, parce que bon, bah malheureusement ça ne fonctionne pas toujours comme j'aurais voulu. Des fois, on a eu des GN comme ça avec un coffre à jouer, mais vraiment plein à craquer. Il y avait plein de trucs, et puis ça n'a pas servi. Après, c'est un peu le problème du GN Impro, c'est sa richesse. Moi, quand j'écris des GN Impro, l'idée c'est qu'il y ait trop de matériel en fait. Les feuilles de personnages sont finalement assez chargées. T'as beaucoup de choses à faire, quoi. Plein d'objectifs divers, de petites scènes, de petites idées de scènes et tout. C'est fait exprès en fait. C'est fait exprès que t'aies trop de choses à faire pour que tu fasses tes courses dans toutes ces idées et que tu t'ennuies jamais en fait. Mais du coup, le problème c'est que des fois, bah, le coffre à jouer, bah, c'est juste un truc en plus alors qu'on a déjà plein de choses à jouer. Des fois, en fait, en GN Impro, tu peux t'éclater avec zéro accessoire, tu vois, juste du pur RP, quoi. Ça suffit pour s'éclater, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu le dilemme avec ce coffre à jouer, c'est que des fois, en fait, il est super bien garni, et en fait, ben, on n'en a pas tant besoin que ça. Donc, des fois, c'est bien de se forcer un peu, et après, tu vas repenser à la magie, en fait, quand même, de GN, bah, comme ça, qui peuvent être très beaux, ne rien envier en beauté, en fait, à des GN classiques. Euh, par la grâce en fait que tout le monde a fait un effort pour amener du matériel, donc il faut l'utiliser. Toujours à propos de ce matériel, alors ça peut-être un peu plus un boulot des orgas, mais ça peut être de disperser des objets de Tchekhov. Alors c'est quoi des objets de Tchekhov? Est-ce que tu connais le fusil de Tchekhov? Le fusil de Tchekhov, donc c'est dans une pièce de théâtre. Alors on revient au théâtre. Une pièce de théâtre, la mouette d'Anton Tchekhov. Au début de la pièce, il y a un fusil qui est affiché, voilà, dans la scène. Et en fait, pourquoi il est affiché? C'est parce qu'en fait, plus tard dans la scène, ce fusil va être attrapé par un personnage qui va l'employer pour commettre un truc grave, quoi. Je sais plus quoi. Bon, bref. Et donc l'idée, c'est de mettre des objets en avance pour qu'ils servent plus tard à des fins dramatiques. Et comme ça, l'objet, il n'a pas à venir de nulle part. Il avait été annoncé à l'avance, quoi. Et puis même, des fois, sa présence, quand tu vois le fusil, peut-être, en termes de mise en scène, tu vois le fusil trôner en plein milieu de la scène, tu te dis, c'est quoi ce fusil? C'est quand même menaçant et tout. Donc l'idée, c'est de disperser, en fait, des objets ou des lieux, des décors. Hein. Tu peux faire des pièces un petit peu spéciales, un peu thématiques, qui vont donner envie aux joueuses de s'en emparer, en fait. Ça peut être, tu vois, mettre un plateau d'échecs quelque part, ou un jeu de tarot. Ça peut être, pourquoi pas, effectivement, de mettre, tu vois, de mettre une épée en mousse plantée dans un rocher. Enfin, diverses choses. Et après, c'est aux joueuses de dire, ah oui, tiens, il y a cet objet-là qui a sûrement une importance. Quelle importance je pourrais avoir pour mon personnage? À quel moment je pourrais m'en saisir, tu vois, pour créer une scène cool? Et bien sûr, cette approche, elle va aussi au niveau des repérages des décors. Bah finalement, encore plus que dans un GN classique, trouver un lieu qui est évocateur, éventuellement avec déjà du matériel sur place, eh bien, ça peut permettre en fait de créer beaucoup de jeux, quoi. C'est pour ça que moi, je joue en forêt. Bon, non seulement bah, parce que moi c'est le thème de la forêt qui m'intéresse, mais aussi parce que je trouve que la forêt c'est un décor de GN parfait, parce que la moindre pierre, le moindre déchet, le moindre arbre peut créer une scène en fait. Voilà. Et il y a forcément cet effet fusil de Tchekhov parce que c'est présent dès le départ et ça n'attend qu'à ce qu'on s'en saisisse en fait. Une idée qui a été vue sur, je crois que ça vient du Pardon Zanaon, enfin en tout cas moi c'est là où j'en ai entendu parler, peut-être que ça existait avant, c'est le tableau des petites annonces, c'est-à-dire qu'on va mettre un tableau dans une zone plutôt hors-jeu, plutôt méta,
où tu vas écrire en fait, moi j'aimerais bien que quelqu'un vienne me chercher des ennuis. Moi j'ai besoin que quelqu'un vienne m'acheter des coquillages, ainsi de suite. Moi j'ai besoin que quelqu'un vienne m'offrir une boisson chaude. En fait, tu fais des appels de scène, tout simplement, ou des appels de relations et tout. Et donc, ou ça peut être, moi, je peux improviser des poèmes pour qui ça intéresse. Voilà, je peux faire des danses pour qui ça intéresse. Donc en fait, voilà, c'est ce tableau de petites annonces, eh ben les autres vont s'en saisir et venir te voir à un moment. Ah oui, bah t'as dit que tu pouvais composer un poème. Est-ce que tu peux réciter un poème en fait qui parle de mon perso devant tout le monde et tout. Ok, pas de souci. Donc voilà, tableau des petites annonces. Je trouve l'idée géniale. Après, on l'a essayé qu'une fois. Ça va pas trop sur le conservatoire occulte. J'avais pas l'impression que ça ait beaucoup servi. Mais bon, bah c'est pareil. À nouveau, toujours ce fameux syndrome du jeune impro. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de matériel, beaucoup d'idées. Je pense que c'est normal. Il faut qu'il y en ait de trop. Et du coup, évidemment, un bon jeune impro finit forcément sur des frustrations. De dire, ah oui, mais en fait, il y avait telle idée. Tiens, bah, on n'a pas utilisé tout le coffre à jouer. On n'a pas utilisé trop le tableau des annonces. Ah bah nous, nos deux personnages, ils avaient un lien. Bon, on l'a pas joué. C'est pas grave. C'est pas grave, d'autant plus qu'en GN impro, je trouve que beaucoup plus que dans le GN classique, il y a vraiment cette notion que, bah en fait, t'es pas obligé de jouer tout ton personnage, quoi. C'est-à-dire que en GN classique, si ton personnage il a une relation et que tu la joues pas, ça peut vraiment plomber le jeu en fait, ça peut poser des problèmes. Tandis en GN impro, on s'en fiche en fait. La seule chose qui est de l'important, c'est ce qui advient en fait. Ce qui était en potentiel sur une feuille de personnage, si c'est pas joué, c'est pas grave. Bon, après, voilà, si t'avais un lien avec quelqu'un et que la personne s'est hypée pour ce lien, elle n'a pas à te reprocher de pas avoir joué le lien, parce qu'il y a un moment, elle-même pouvait amener le lien d'elle-même, tu vois. Ah bah, on avait une relation amoureuse, tu l'as pas joué, bah ouais, mais en fait, si on a une relation amoureuse, tu peux aussi me coller au basque, et puis la relancer, tu vois. Donc, quand une relation n'est pas jouée, il y a toujours deux personnes qui sont responsables du fait qu'elle n'est pas jouée, tu vois. Tu peux pas blâmer une seule personne, ça se passe à deux. Surtout en GN Impro, cette notion de play to lift, ou même quand t'es entre guillemets... supposons que tu es une position un peu passive dans une relation. Par exemple, la relation, c'est que machin me déteste, machin veut ma mort et tout. On pourrait dire que c'est une relation passive, c'est-à-dire que moi j'ai rien à faire, j'ai juste à attendre que machin fasse des méchancetés à mon égard. Ok? D'accord. Mais en fait, en réalité, dans la fiction, c'est censé être une relation passive, mais dans le jeu, par contre, tu peux être très très proactif là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, tu peux aller voir tout le monde et dire ouais, machin me déteste, à chaque fois que je le croise, je sens qu'il me fait des regards mauvais, je sais que machin veut ma mort, j'ai peur tout le temps, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Ça, c'est une façon, en fait, c'est du play to lift, hein, ce que je suis en train de te décrire. Tu peux aller voir la personne en disant ça doit cesser, tu dois cesser de me menacer, ou à chaque fois qu'il passe, tu vas trembler, tout ça. Et puis bien sûr, tu peux aller à l'étape suivante qui est la calibration. Écoute, je dis ah bah tiens là j'ai un petit temps mort. Est-ce que ça te va si dans 10 minutes tu fais une tentative d'assassinat sur ma personne, quoi. Donc tu vas relancer la personne. Bon, après, la personne, si vraiment elle ne répond pas, oui, ok, bon, t'auras tout essayé. En général, si t'essayes un petit peu, si tu donnes un peu de toi dans la relation, la personne va répondre, hein. Sauf s'il y a refus de jeu. Le refus de jeu, c'est important. Des fois, une personne peut refuser le jeu parce qu'elle est en surcharge cognitive. Voilà, elle s'est engagée dans trop de relations, donc elle peut pas jouer cette relation-là. Ou parce qu'en fait, la personne ne veut peut-être pas jouer avec toi parce que tu es toxique. Hein, c'est-à-dire que, je sais pas, bah, le truc classique, c'est que on avait calibré que tous les deux on avait une relation romantique. Ok, l'autre a accepté parce que c'était juste un mail envoyé, tu vois, en préparation du GN, puis la personne a accepté. Ou tu sais, lors de l'atelier lien relationnel, personne a dit ouais, pourquoi pas. Puis alors pendant le jeu, tu commences à être tactile, à lui prendre les épaules, lui masser les épaules, lui dire des petits mots à l'oreille, et puis jouer la relation romantique, tu vois, forcée, alors que la personne en fait est pas chaude.
eh ben en fait, oui, la personne, elle va faire comme si cette relation n'existait pas, elle va te fuir pendant tout le GN. Et en fait, donc du coup, si la personne te refuse le jeu, c'est peut-être parce que t'as eu une attitude toxique et t'as pas trop vérifié le consentement de la personne. Donc pose-toi des questions, bien sûr. Bon. Corollaire à ce que je viens de dire, un aspect qui est important, c'est va chercher le jeu. Bon, on en revient un petit peu à la participation radicale, mais ça veut dire que dans un GN impro, dans un GN classique, le GN classique peut être assez paternaliste et si un GN classique est bien fait, eh bien c'est fait pour que tous les personnages aient du fun et soient mis en valeur. Donc, s'il y a des personnages qui sont des explorateurs, les orgas, ils ont prévu des endroits à explorer. S'il y a des personnages qui sont combattants, les orgas, ils ont prévu des orques qui vont les attaquer. S'il y a des personnages qui sont diplomates, les orgas, ils ont prévu des intrigues de cour, tu vois. En fait, c'est quand c'est bien fait, hein, et quand c'est pas toujours facile, mais en GN impro, il y a rien de tout ça, en fait. C'est-à-dire que rien n'est prévu de façon personnalisée pour ton personnage. Donc c'est à toi d'aller chercher le jeu, c'est à toi d'aller provoquer les situations qui sont censées intéresser ton personnage. T'as décidé de jouer un personnage diplomate, personne ne propose d'intrigue de cours, c'est à toi de les monter, de les amener. Alors évidemment, ça n'est pas facile, si tu es introverti, on est bien d'accord que c'est compliqué. Des fois, évidemment, j'ai dit que le pay to lift c'était important, mais je te promets que si t'es introverti, personne va te lifter. Je trouve ça dramatique, mais c'est vrai. Si t'es introverti, personne va te lifter. C'est pour ça que dans les centres, on a fait quand même un truc, c'est que il y a cette idée que t'as quand même 8 relations qui sont que si on a eu le temps de le faire, elles sont prédéterminées au début du jeu. Et donc, si les 8 relations, il y a quand même bien 2-3 personnes qui vont accepter de te lifter puis d'aller te chercher pour jouer la relation, tu vois. Ou alors, des fois, dans des ateliers, on va faire, moi, j'essaie de faire de temps en temps des ateliers tout simplement où les personnes débutantes, elles se démasquent. La personne débutante, montrez-vous, vous sentez débutant, introverti, pas trop à l'aise, vous vous signalez en fait. Voilà, moi, je suis pas trop à mon aise. Et du coup, il y aura peut-être quelques personnes qui vont se dire, ok, bon, cette personne-là, je vais essayer de la lifter. Bon, bref. Mais des fois, personne ne va vous lifter, donc il faut aller chercher le jeu. Donc ça peut être effectivement, comme j'ai dit, provoquer des relations, provoquer des scènes. Et si vous n'y arrivez pas, en fait, c'est juste aller chercher, il y a forcément un combat. Si un combat éclate, lancez-vous dans le combat. Un rituel se lance, lancez-vous dans le rituel. Un groupe part explorer, allez explorer avec eux. Il y a une discussion d'intrigue, vous incrustez dans la discussion. C'est pas grave si vous parlez pas, mais vous écoutez ce qui se passe. En fait, vous participez, vous allez là où il y a de l'action, en plein milieu de l'action. Même si c'est pour faire, entre guillemets, tapisserie, c'est pas grave. C'est ça aussi, aller chercher le jeu, ok ? Donc, enfin, ça j'ai jamais testé, mais je pense que ça peut être une règle intéressante. C'est de simplement s'appuyer sur des systèmes de compétences pour délimiter son perso, parce que des fois c'est un petit peu ça le problème en GN Impro, c'est que ton perso il est voilà, c'est comme en jeu de rôle sans règles aussi, ton perso est très flou. Et donc si t'as plein d'idées, ton personnage il va être étoffé, tout ça, mais des fois tu sais juste pas ce que t'as le droit de faire, ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, tu sais pas trop. Donc avoir des compétences, un GN Impro, honnêtement, avec, je sais pas, on fait une séance de création de personnage au début en disant, voilà, je sais pas, j'ai n'importe quoi, il y a 20 compétences, avec des pourcentages. Ça veut pas dire qu'on va faire des jets de dés pendant la partie, hein. Ça veut juste dire que, voilà, si t'as 90% en psychologie, tu peux facilement dire à l'autre joueur, hors jeu, moi j'ai 90% en psychologie, donc si tu es en train de me mentir, je le sais, tu me le dis. Hein, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir défini comme ça ses compétences au début, ça peut te donner plein d'idées. Pourquoi mon personnage est à 90% en psychologie? Alors même si tu sais pas, en fait, tu sais, l'action va amener le personnage. Moi, je trouve que ça c'est important en GN Impro. L'action donne naissance au personnage. Donc moi, si j'ai 90% en combat,
mais je vais aller me fighter, je sais pas trop pourquoi au début, je vais aller me fighter, et puis au bout d'un moment, il y a une cohérence qui va se monter, pourquoi je ressens ces combats, peut-être parce que voilà, je suis comme ça, je suis un chien de guerre, je peux pas empêcher d'aller à la baston, ou peut-être qu'en fait, il y a une intrigue qui justifie tous ces combats et tout, ou peut-être que je peux aller, aller sur un arc un peu de rédemption, dire, oh, je suis là, de me battre et tout. Ah voilà, si t'as 90% en psychologie, ben, pourquoi il se trouve que t'es aussi roublard, pourquoi t'es une sorte de mentaliste, d'où ça vient, je suis désolé, bon, j'ai fait pas trop de paroles inclusives, c'est compliqué, j'essaie de tenir le rythme et tout, donc je pense pas toujours à dire roublard, roublard, enfin, imagine que la meilleure version de moi-même prend toujours le pli de parler en inclusif. La version pressée et stressée de moi-même, il n'y arrive pas toujours, ok? Voilà. En tout cas, j'ai entendu des témoignages sur des jeunes impro qui partaient vraiment juste de ça, de allez, vous ayez un système de compétences un peu OSEF, vous créez votre personnage en mettant des points dans les compétences que vous voulez, et puis c'est vraiment ça qui va lancer le jeu. Alors, on va rentrer un petit peu plus. C'est une grosse vidéo, mais je pense que c'est un sujet passionnant. Je pense que ça mérite qu'on y passe du temps. On va un petit peu développer encore sur comment avoir un jeu à la fois intense et juste. On va parler un petit peu d'acting, puisqu'après tout, on est quand même sur on est un petit peu sur l'arc théâtre. Comment avoir un jeu intense en gène impro, un jeu à la fois intense et juste. On peut pratiquer le steering, c'est-à-dire que j'ai envie de ressentir une émotion, par exemple j'ai envie d'être triste, eh bien je vais manipuler mon personnage pour m'amener vers cette émotion de tristesse. Donc je vais commencer à imaginer que mon personnage, il a un destin, il a un passé tragique, ou alors il a un destin tragique, tu vois. Et je vais jouer ça jusqu'à arriver dans des situations où ça va me tirer l'alarme. Ok ? Le jeu intérieur, c'est important. Donc au début, ton personnage, voilà, il est pas étoffé, il est très mou, flexible, malléable. Donc prends des temps. Je t'envoie la vidéo sur le jeu intérieur, mais grosso modo, prends des temps un petit peu en solitaire pour faire jouer le personnage dans ta tête. Voilà, c'est quoi ses pensées, c'est-à-dire essaye de penser en disant dans ta tête, essaye de penser comme sur le personnage. Tu vas dire jeu, mais c'est pas un jeu moi Thomas, c'est un jeu mon personnage, de je sais pas quoi, de héros tragique, de héros amoureux, de ce que tu veux, de héros fourbe. Donc je vais me faire un soliloque à l'intérieur et tout pour me mettre comme ça dans le bain du personnage. Pour m'immerger dans mon personnage, parce que ça, c'est évidemment, ça va apporter de la justesse et de l'intensité. Je dois essayer de préciser au fur et à mesure. Ça peut être très flou au début du jeu, mais au fur et à mesure du jeu, je dois affiner c'est quoi l'intention de mon personnage, c'est quoi son objectif. Une fois que j'ai défini son objectif, je dois essayer de l'épouser corps et âme. C'est un peu la méthode Stanislavski, hein, grosso modo, c'est l'acteur studio, quoi. Donc me mettre dans la peau du personnage et surtout, on va dire de façon moins théâtrale, c'est prendre au sérieux les enjeux du personnage. C'est-à-dire que voilà, si mon personnage il en déteste un, bah au moins pendant le GN, je dois faire un effort pour vraiment détester la personne. Bon, il y a toujours ce... Donc c'est un peu utiliser ce qu'on appelle le bleed. Donc le bleed, c'est les émotions de ton personnage qui vont déborder sur tes émotions et tes émotions qui vont déborder sur les émotions de ton personnage. Ce bleed, il peut être vu comme un facteur de fun, il peut être vu comme un facteur de malaise, il peut être vu comme un facteur de déviation du jeu. Mais bon, je pense qu'en GN Impro, il n'y a pas de déviation du jeu, donc c'est pas un problème, la déviation du jeu. Et surtout, il peut être vu comme un outil pour développer un roleplay convaincant, impactant. Voilà. Autre méthode qui est efficace, je trouve, notamment pour éviter le surjeu, c'est tout simplement garder du sous-texte. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as certains éléments de background de ton personnage, de motivation, tout ça, mais que tu vas pas dire dans tes dialogues, en fait.
Par exemple, tu vas croiser quelqu'un, tu veux lui dire, ah, on se revoit à nouveau. J'espère que ce sera dans de meilleures circonstances que la dernière fois. Et tu expliques pas. Tu expliques pas, ni dans le personnage, ni même en méta. Tu expliques pas. Et puis, bah, l'autre personne en face de toi, elle va dire, pourquoi il m'a dit ça? Et tout. Ok, est-ce que cette balle qu'on vient de m'envoyer, est-ce que je la renvoie? Si je la renvoie, est-ce que je la renvoie tout de suite? Pareil, en parlant de façon un petit peu détournée, ou de façon carrément plus explicite. Est-ce que cette balle, oui, je vais la prendre, je vais la malaxer quelque temps pour la renvoyer plus tard et tout. Ça nous laisse du temps pour réfléchir aussi un petit peu à nos motivations. Et ce sous-texte, en fait, un bon sous-texte associé à un bon jeu intérieur. C'est-à-dire que en fait, ce qui peut être bien, c'est intérieurement de bouillonner grâce au jeu intérieur, mais extérieurement, il n'y a plus que le petit frisson, tu vois. Il n'y a plus que la face émergée de l'iceberg, mais on sent qu'il y a la tension que tu cultives à l'intérieur de toi, on la sent, tu vois, effleurer, et ça suffit pour créer un effet impactant. Et pour générer de l'intérêt, du mystère, mais de quoi il est en train de parler, ainsi de suite. Dernier point sur l'impro qui va quasiment mettre par terre tout ce que je viens de dire avant. C'est en fait un mantra que j'ai qui est préférer l'imprévu à l'improvisation. C'est-à-dire que c'est bien beau de s'inspirer du théâtre d'impro, notamment, tout ça. C'est bien beau de penser au jeu collectif. C'est bien beau de jouer pour une meilleure histoire, pour mettre en valeur les autres. Mais tout ça, c'est très artificiel, ok? C'est très artificiel. Et on peut préférer une solution beaucoup plus organique. C'est-à-dire que un bon gène d'impro, ce sont plein de petites graines plantées. Par la création de personnages, par un contexte minimal. Il y a toujours, c'est jamais une impro de tabula rasa. Il y a toujours des éléments au départ, des petites graines qui sont semées. C'est juste des petites graines alors que c'est déjà des grands arbres dans les gènes classiques. Là, c'est juste des petites graines. Mais il y a quand même plein d'éléments. Et en fait, l'idée, c'est que ça va créer des interactions. Toi, tu vas avoir une cohérence donc de personnages aussi à mener et tout. Et en fait, il s'agit juste de jouer de façon logique. C'est-à-dire, bah, logiquement, mon personnage, il va prendre telle initiative juste parce que c'est logique. C'est pas parce que c'est intéressant pour l'histoire ou que ça permet de lifter quelqu'un et tout. C'est juste parce que c'est logique, c'est cohérent, ou tout simplement parce que c'est mon instinct qui me dit de faire ça. Voilà, d'instinct, c'est ça qui me paraît juste à faire. Et puis, bah, il y a tout cet environnement autour de toi qui agit sur toi et auquel tu vas réagir. C'est pareil, tu vas réagir de façon logique. Ça va donner telles idées et tout. Et donc, il y a des sérendipités comme ça qui vont se mettre en place. Et de façon organique, en fait, grosso modo, un gène impro, c'est comme un bac à sable en jeu de rôle. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Et finalement, toi, t'as juste à jouer la cohérence de ton personnage, à réagir à ce qui se passe. Et en fait, ça va faire des chocs à pic. Donc, voilà. C'est un petit peu le mot de la fin. Finalement, c'était, c'est presque le mot du début. C'est, ouais, le théâtre, c'est bien, mais attention, trop faire du théâtre en jeu de rôle, tout comme en GN, ça reste artificiel, alors que on a des outils qui sont plus ludiques, qui sont tout simplement de réagir, d'agir et de réagir, d'être dans l'interactivité plutôt que dans l'intercréativité. Et n'oublie pas ça, voilà. Et surtout, il n'y a pas de faut juste qu'il y ait de l'action, entre guillemets, tout le temps, et ça va bien aller, quoi. Et c'est aussi une façon de lâcher prise, quoi. Justement, de dire non, je dois... Donc voilà, je finis avec cette pirouette qui te dit de pas du tout prendre en compte tout ce que j'ai dit dans les 50 précédentes minutes. Voilà, c'est tout moi, l'art de se tirer une balle dans le pied. Eh bien... tu me diras si ça t'a plu, ces thématiques là, de faire des suites de vidéos thématiques, parce que si ça t'a plu, je pense que je vais continuer à faire. J'ai déjà classé mes futures vidéos par thématique, comme ça fera des grands arcs. Là-dessus, il est beaucoup trop tard, donc je vais te laisser et on se revoit à la prochaine.